Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Comment est-ce que tu vas, mon cher Ker? Très bien, mon cher Greg, très bien. Et on est là pour parler en plus d'un film dont on va donner notre avis, qui est Spider-Man Across the Spider-Verse. Mon cher Greg, petite info avant qu'on parle du film. 3 réalisateurs différents par rapport au film précédent qui était Into the Spider-Verse, New Generation en français. Par contre, c'est les mêmes scénaristes, le duo Lord et Miller qui est aux commandes globalement du projet, mais aussi du scénar. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des revenants? Il y a Daniel Pemberton qui revient à la musique, et ça c'est pas anodin. Et moi je peux le dire, mais tu confirmeras, c'est la suite, donc je l'ai dit, de Into the Spider-Verse, qui a été un énorme coup de cœur pour tous les deux. Donc est-ce que ce Across the Spider-Verse que nous attendions énormément est à la hauteur de nos attentes? Je te laisse commencer, mon cher Greg, avec ton avis. Eh bien, je vais faire très simple. J'ai vu un message qui disait: est-ce que ce Spider-Verse est en train de devenir la meilleure trilogie de l'histoire des films de super-héros? Et je pense qu'il sera très dur d'aller au contact avec la trilogie du Dark Knight. Mais putain, qu'est-ce que ça s'en approche. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Il y a un problème de scénario qui fera tiquer peut-être beaucoup de personnes, ou en tout cas une facilité de scénaristique de la taille de Manhattan. Mais passer ça, mais quel coup de poing dans la tête! Mais c'est incroyable! C'est-à-dire que le film, graphiquement, c'est une des plus belles choses que j'ai pu voir au cinéma. On en prend plein la tête, le film est beau, il vomit de la beauté artistique toutes les 2 secondes. En plus, tout le but de ce Spider-Verse, c'est d'aller voir plusieurs dimensions. Et là où j'avais dit que Star Wars 7, 8, 9, quand il se baladait, on n'avait pas l'impression de voir un univers, enfin une galaxie, on avait l'impression qu'il se baladait sur plusieurs paysages d'une même planète. Quand on regarde le multivers du coup de Marvel, à part quelques moments chez Strange, on a l'impression qu'ils se sont pas pris la tête plus que ça sur montrer des mondes différents. Là, chacun a sa patte graphique, chacun a son ambiance. Enfin, c'est assez fou. Alors, vous allez me dire, l'esthétique c'est bien, mais c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Donc parlons un peu de la bande son. La bande son, elle est oufissime. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé qu'une bande son de musique non originale portait autant le film. Je pense que la dernière fois que je me suis fait la réflexion, c'était Gardiens de la Galaxie 1. La bande son orchestrale est surstylée. Et vous allez me dire, un film, est-ce que c'est vraiment sa bande son et son design? Non, vous avez raison. Donc est-ce que ce film a du cœur? Est-ce que ce film est un film qui prend aux tripes? Oui, c'est un film qui prend aux tripes. Il y a des moments qui sont hyper touchants. La relation entre Miles et ses parents est extrêmement touchante. Le personnage de Miles Morales, souvent quand on regarde un film de Marvel ces derniers temps, je trouve dommage que l'évolution du personnage, l'attachement au personnage n'est pas là. Mais là, on a tout le temps envie de voir ce qui va arriver à Miles. On a ce côté voir un petit frère ou un personnage qu'on voit. On a envie de le voir grandir, on a envie de le voir réussir. C'est vraiment, je trouve qu'ils ont particulièrement réussi. Et alors, on pourrait me dire, oui, mais bon, peut-être qu'ils ont réussi un personnage. Non. Il y a une galerie de personnages qui sont tous aussi réussis que les uns que les autres. Gwen, qui était un personnage secondaire parmi tant d'autres dans le premier, là est un personnage qui est extrêmement intéressant, touchant. Sa relation avec son père est très réussi. Voilà. Et vous allez me dire, mais un film, c'est pas son design, c'est pas la bande son. Est-ce que c'est vraiment l'attachement au personnage? Parlons de la réalisation.
la réalisation, elle est folle. C'est-à-dire que là où donc on a des personnes qui montent sur les immeubles, qui peuvent monter à l'envers, etc. On l'a jamais aussi bien vu dans quelques médiums que ce soit. Les jeux vidéo, le dernier jeu vidéo Spider-Man montrait extrêmement bien la liberté que pouvait avoir un Spider-Man à se balader dans une ville, avec la réalisation qui allait avec, les mouvements de caméra. Les premiers Spider-Man la première trilogie de Sam Raimi donnait cette impression qu'il se baladait dans la ville. Amazing Spider-Man, pour le coup, était très réussi, avec des points de vue vraiment POV très personnels sur comment est-ce qu'on pouvait imaginer se balader dans cette ville. Et là, mais c'est tout ça. Et en plus, il y a ce rapport à la verticalité, au fait d'être traversé. Enfin, c'est complètement fou. La réalisation, elle est réussie dans l'action. Elle est réussie dans des moments simples. Le film ne s'embête jamais. C'est-à-dire que quand Gwen quitte un groupe de musique, à un moment en fait, il y a en permanence... Ils vont couper les quelques instants chiants. C'est-à-dire que je veux me déplacer d'ici pour prendre dans les bras quelqu'un qui est là. En fait, je vais me tourner et paf, je vais me retrouver avec le personnage dans les bras. Tous ces mouvements, ils leur laissent pas le temps d'exister parce qu'ils veulent se concentrer sur ce qui est important. Ce qui fait qu'on a l'impression de voir une succession de choses marquantes quand on voit ce film. Le moment où Miles est interrogé par ses parents et une conseillère d'orientation, la caméra, quand il rentre dans la pièce, donc on est du côté des parents, on est posé, mais quand il rentre dans la pièce, la caméra, elle se met derrière Miles pour qu'on soit en train de vivre lui et tous ces regards qui sont braqués vers lui. Il y a des idées de mise en scène, comme ça fait très très longtemps que j'en ai pas vu. Il y en a toutes les 5 minutes. Je trouve ça oufissime. On dit qu'un film, c'est aussi surtout son scénario. Et là, pour le coup, le scénario réussit particulièrement bien ses personnages. Le méchant est intéressant, mais je pense qu'il manque des choses. Et pour moi, l'élément qui m'a le plus déçu sur le film, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour que quelqu'un puisse ne pas avoir vu le premier film et prendre en chemin le deuxième. Ça, c'est bien. Par contre, ce deuxième film s'arrête au milieu de l'action, en mode to be continued. Et ça, c'est extrêmement dommage, parce que sans doute que dans 2 ans, on trouvera ça super bien de s'enchaîner les deux. Là, de pas le savoir, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Surtout que c'est sur ça qu'on se quitte. Et l'action, elle est au milieu d'une action, et c'est démerdez-vous, attendez 1 an. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà, faut pas que ça vous freine d'aller voir ce film en salle, parce que je pense que c'est une des meilleures expériences au cinéma que vous pouvez avoir, mais c'est extrêmement frustrant et pour moi c'est le point noir, mais c'est un point noir qui est vrai que quand on va aux salles en cinéma en ce moment, dans 1 an, ce point noir aura disparu. Donc c'est pour ça que j'ai pas peur de dire que c'est un chef-d'œuvre. Il est vraiment réussi sur tellement de points, et graphiquement c'est un des films les plus beaux que j'ai pu voir de toute ma vie. Enfin, et vraiment, la relation au personnage est particulièrement réussie. Je commence à me répéter. Kerr, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je te rejoins sur plein de points, mon cher Greg, sur ce Across the Spider-Verse. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé le premier et j'avais été très étonné. Et un des trucs qui marchait le mieux dans le premier, c'était sa simplicité. Il était très facile à prendre en main, j'ai envie de dire. Surtout quand on découvre le Spider-Verse. Il avait un charme fou. Pourquoi est-ce que j'en parle de ça ? Parce que c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé pas autant dans le deuxième. J'ai commencé par les gros points forts, parce qu'il y a d'énormes gros points forts dans ce film. Visuellement, il est dingue. Visuellement, je te rejoins complètement. Je pense que... Alors, tu parlais des différentes dimensions qui avaient leur identité. Ce film, en fait, quand ils l'ont lancé, je pense qu'ils se sont dit, il faut faire un film qui est beaucoup plus ambitieux que le premier à tous les niveaux, et notamment d'un point de vue technique, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue visuel. Et au niveau visuel, c'est incroyable le soin qui peut être porté à des détails, la volonté de chercher un style dans certaines dimensions. Et la dimension de Gwen Stacy, elle est absolument incroyable visuellement. Moi, j'ai été sidéré. Vraiment, tous les moments où on est dans la dimension de Gwen, et le film commence par ça,
Donc en plus, vous commencez directement par un truc qui est absolument dingue. C'est d'une beauté, mais alors après, on est sensible ou pas au choix artistique, mais moi, je l'ai trouvé d'une beauté sidérante. Et il y a plein d'autres moments où il y a des plans comme ça, où le film est juste à tomber par terre. Le plan qu'on voit dans la bande-annonce où ils sont tous les deux côte à côte, la tête en bas, et donc on voit la ville retourner. Euh, Ce plan est magnifique. Et il y en a d'autres, des plans qui sont comme ça. Il y a un travail autour de la couleur sur les personnages. Par exemple, la Spider-Woman enceinte, elle est très très nette comparée à certains personnages qui sont un peu plus flous. Je trouve que la tâche dans la deuxième partie du film visuellement est dingue. Il y a autre chose que j'évoquerai dans la petite partie spoil qu'on fera après sur un autre personnage où pareil le traitement est extrêmement réussi. Donc visuellement le film envoie. Au niveau de la mise en scène, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Je rajouterais quand même que ils sont tellement ambitieux, ils sont tellement généreux, ils veulent tellement bien faire qu'ils en font parfois je trouve un peu trop. Et il y a des plans, il y a des scènes qui deviennent un peu indigestes parce que ça saute dans tous les sens. Il y a des effets de style un peu trop poussés. Alors je peux pas trop donner l'exemple parce que c'est vers la fin du film, mais il y a même un moment où je me suis demandé si ce qu'on voyait c'était juste un choix de metteur en scène ou si c'était vraiment ce que le film essayait de nous raconter, donc la réalité du script, quoi. Et ça m'a sorti 2-3 fois du film quand même. Je trouvais que le film en faisait un peu trop, mais c'est qu'il a tellement envie de bien faire aussi ce film que c'est difficile de lui reprocher. Au niveau des personnages, c'est un peu inégal. Il y a une avalanche de Spider-Man et il y a un dixième qui est traité. Quand je dis un dixième, on retrouve pas, tu vois, cette équipe réduite, mais où tu t'attaches à chaque personnage du premier. Là, t'en as beaucoup trop. T'en as qui sont très très bien. En fait, c'est un reproche sans lettre. On va dire que c'est un film qui est différent du précédent. Le précédent vraiment se faisait un focus sur quelques personnages qui marchaient tous, y compris les personnages secondaires. Et puis voilà. Là, c'est vraiment élargi. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas développés. Par contre, ils redéveloppent vraiment beaucoup certains personnages. Gwen Stacy, elle est au cœur du film. Elle est presque aussi importante que Miles. Et c'est une super idée parce que le personnage est très très bien travaillé. Et j'ai déjà parlé du côté visuel, mais même en dehors, son personnage est vraiment vraiment une perle. J'ai trouvé que le travail sur les parents de Miles et surtout sa mère, sa mère est géniale, hein, franchement. Et pourtant, dans le premier, elle est très secondaire, sa maman. Mais là, elle est vraiment très bien. Il y a d'autres personnages que je ne citerai pas qui sont réussis. Un petit peu déçu par le Peter Parker du premier parce que c'était vraiment un personnage que j'adorais dans le 1 et un poil un peu en dessous, mais c'est pas non plus dramatique. Mais tu vois, il y a une volonté vraiment je trouve et là je vais rentrer un peu dans l'intrigue, de vouloir tellement bien faire qu'ils en font trop et qu'ils tombent dans certains pièges. T'as énormément de références. C'est sympa, ok. Mais t'en as trop. Et à un moment donné, enfin, il y a des plans. Par exemple, quand t'es dans la piole de Miles avec son coloc, il y a tellement de trucs à regarder qu'il faudrait faire un arrêt sur image pour dire alors ça c'est une ref à ça c'est une ref à ça. Non, donc bon, c'est un peu excessif et c'est surtout le cas, tu vois, dans la scène avec tous les Spider-Man. Ça m'a beaucoup fait penser à Ready Player One où il y a tellement de personnages guest dans certains plans du film de Spielberg que bah en fait t'es obligé de le voir plusieurs fois ou d'arrêter l'image pour te rendre compte qu'il y a tel ou tel personnage. Là c'est un peu pareil avec le film et donc ça frôle parfois un petit peu l'overdose et d'ailleurs c'est un moment qui concerne ça que j'ai le moins aimé dans le film, vraiment. Mais après au niveau scénar, ce que moi je lui reproche c'est d'avoir vraiment complexifié toute l'intrigue inutilement autour du multiverse et de tomber finalement dans le piège qu'ils avaient admirablement su éviter dans le premier. Je trouve que le film est inutilement trop complexe. Et du coup, les enjeux et tout ça, on en reparlera dans la partie sans spoil parce que
le reproche scénaristique que tu lui fais, mon cher Greg, je le vois pas. En fait, je vois pas de quoi tu parles. Mais du coup, tu éclairas mal l'antenne un parti avec spoil. Mais voilà, pour moi, je trouve que scénaristiquement, le film est pas parfait. Par contre, dans le travail des personnages et sur la dernière partie, il y a vraiment des choses dans la dernière partie qui sont très réussies. Donc, je mets en avant des points négatifs parce que le film n'est pas parfait. Mais comparé à beaucoup d'autres films de super-héros et comparé à beaucoup d'autres films d'animation, Cross the Spider-Verse met une raclée monumentale. Si tu prends juste une comparaison sur la qualité de l'animation entre Super Mario Bros, qui est le plus gros succès au box-office de l'année, et ce film-là, il y a un énorme fossé. Énorme fossé. Et je vais même prendre un autre film qui est l'année dernière, qui a été loué à juste titre d'ailleurs pour la qualité de son animation, qui était le Chapeau T2. Across the Spider-Verse, comparé, c'est incroyable. Vraiment, juste, il y a un vrai travail artistique. Enfin, je pense qu'il y a des mecs qui ont mis toute leur tripes dans l'animation et dans certains plans, certains choix de couleurs, le jeu des lumières. Enfin, il y a vraiment des choses dans ce film qui sont au détail, qui sont bluffantes, visuellement bluffants. C'est un vrai spectacle. Et si je mets en avant certains points où j'aurais préféré peut-être autre chose ou un truc un peu plus réussi, globalement ça reste quand même complètement dingue. Et je vais te rejoindre sur ce que tu as dit sur la fin. Moi je savais que c'était en 2 parties. Le truc c'est que j'avais jamais envisagé que ça se termine comme ça. Tu as 2 types de films en 2 parties. T'as le film qui est en 2 parties, on te le cut au milieu et puis t'attends 1 an et puis débrouille-toi mon gars, comme tu l'as dit, en pleine action. Exemple, la désolation de Smaug. Et puis t'as des films qui sont en 2 parties, mais qui ont 2 parties qui existent réellement, qui ont une identité. T'as Infinity War et Endgame, c'est 2 films qui sont différents, et pourtant c'est un film en 2 parties. T'as Reloaded et Revolution, c'est en 2 parties, et pourtant chaque film a son identité. Là, je suis embêté parce que très clairement, Across the Spider-Verse n'existera vraiment que quand on aura vu le deuxième, enfin la deuxième partie. Je veux dire, ça sera un tout cohérent. Et ça m'embête vraiment parce que je trouve que le film est fait avec tellement de talent, d'envie et tout que de lui saloper sa sortie est vraiment dommage, je trouve. Et moi, j'étais vraiment scié, vraiment scié. Je savais qu'il y avait Beyond the Spider-Verse qui arrivait dans 1 an, mais je voulais autre chose qu'une fin à la désolation de Smaug. Et tu sais que je me suis fait la remarque, mais la désolation de Smaug a quand même une fin encore plus réussie, parce que ça se termine avec le réveil de Smaug, et puis lui, il décolle, et il te sort une punchline de malade, je suis le feu, je suis la mort. Fin du film, t'es scié. Là, t'es scié aussi, mais parce que juste, ça se termine en mode, bon les gars, ça fait 2h20, désolé, là, il faut qu'on coupe. On se retrouve l'année prochaine. Et c'est dommageable. C'est dommageable pour le film, je trouve. Et j'ai peur que ce film en lui-même, tu vois, Across the Spider-Verse, n'ait pas sa propre identité, qui est la doublette. Alors, tu parlais de trilogie, mais c'est même pas une trilogie, en fait. Ça va être une doublette, pour le coup, autant du scénario développé dans ce film-là. Donc, il faudra qu'il lui trouve un nom à cet ensemble. Et Across the Spider-Verse lui-même n'aura pas sa propre identité. Là où, pour moi, très clairement, Infinity War en a une, par exemple. Alors pourquoi vous allez me dire, oui, mais c'est Thanos, Endgame et tout. Oui, mais Infinity War, c'est la victoire de Thanos. Endgame, c'est la revanche. Et là, pour le coup, c'est vraiment 2 parties qui ont un sens. Là, c'est juste, t'as coupé la pomme en 2, mais bon, si tu l'avais pas coupé la pomme en 2, c'était cohérent, c'était un fruit, quoi. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur la fin, là, sur le cut, avant qu'on rentre dans la partie avec spoil, mon cher Greg? Bah, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Nos avis sont très proches sur ça, donc c'est un problème qui sera vite réglé quand on aura la suite, mais là, pendant 1 an, et de ne pas l'avoir clairement dit, je trouve que c'est extrêmement déceptif pour le public. Ah si, ils l'ont dit, mais est-ce que ça t'embête pas de te dire
Non, non, ils ont dit que c'était en 2 parties. Mais est-ce que ça t'embête pas de te dire que, en fait, ce film-là n'aura jamais sa propre identité? Vu qu'en fait, ça va être une continuité. Il est dans la parfaite continuité du prochain. Hmm. On part dans la partie spoil? Alors, quel est le problème scénaristique selon toi? Je trouve que le Spider-Verse qui est mentionné, ok, mais en quoi, si dans tous les univers de tous les endroits du monde, Spider-Man est tellement clé que s'il vit pas une succession d'actions, tout le monde meurt. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et surtout C'est- que... La succession de dimensions, il y a forcément un moment. Bah oui, enfin, et donc ça veut dire que si un Spider-Man est meilleur que les autres et qu'il arrive à empêcher la mort d'Oncle Ben, son monde est détruit. En fait, le truc, c'est que c'est une espèce de truc de démerdez-vous. C'est les règles de cet univers, démerdez-vous, que c'est énorme. Et je subodore vraiment que le film numéro 3 va nous montrer que c'est pas vrai. Et du coup, on va se retrouver à dire, bah en fait, donc quand tu regardes le 2 pour la première fois, le film t'arnaque de dingue, quoi. Parce que là, on peut clairement, j'imagine pas Miles laisser son père crever, c'est pas possible. Donc, du coup, enfin, je trouve ça vraiment improbable. Est-ce que tu veux dire un autre truc avant, parce que moi j'ai très envie de théoriser sur le 3. Est-ce que tu veux dire un autre truc sur la partie spoil? Oui, oui, moi j'ai des trucs à dire. Alors, par exemple, là où je disais que le film était un peu dans l'excès, et notamment dans les... Il y a des cuts et des jumps et des trucs, ça n'en finit plus, etc. Et moi, il y a dans ce film-là une scène que je voulais pas voir et que j'ai vue. C'est la scène avec tous les Spider-Man qui se battent, qui essayent de rattraper Miles. Honnêtement, j'ai pas du tout accroché à cette scène et il y a une espèce de truc. C'est le moment pauvre du film. Il y a une espèce de truc. Enfin, je sais pas si tu dis ça de la même optique que moi, mais il y a un petit truc gênant. Tu vois, t'y vas, ça veut dire que t'aimes bien Spider-Man. Le premier film te fait dire genre Spider-Man va être un personnage qui est incroyable dans tous les univers. Et là, tu te dis, en fait, il y a une belle brochette de débiles en fait. Il y en a une belle brochette qui c'est le mec qui aime bien ses biceps, il y a ceux qui sont un peu dingos, aussi, ouais. Je sais pas honnêtement, alors c'est d'autres univers et tout, donc mais une mère qui enceinte fait ce qu'elle fait, faut qu'elle aille en tôle. Là concrètement, alors je sais pas la bonne mère que tu nous montres en photo, hein, Daniel, mais le truc c'est que par contre, le personnage est hyper réussi. une mère, oui, très bien, mais il fallait pas qu'elle soit enceinte. Parce que là, on a l'impression que son fœtus ne peut pas bien aller, quoi. Et le méchant là, il est trop gris noir pour fonctionner. On n'a pas l'impression que c'est un Spider-Man torturé. On a juste l'impression que c'est un enculé. La première scène où on le voit, il est quand accessoirement il y a le Vulture, le vautour de Léonard de Vinci, qui est oufissime. Et à chaque fois qu'il bouge, etc., tu vois tous les croquis à la Léonard de Vinci autour. Enfin, artistiquement, c'est dingue. Et tu vois qu'en fait, quand il l'arrête, il sort ses crocs un peu type loup-garou ou vampire pour le tuer. Tu dis, ah, ok, donc lui, c'est le méchant. Il n'y a pas de doute. Tu vois, la première scène où tu le vois, tu sais déjà que c'est quelqu'un qui enfreint les règles morales. Et donc, tout ce qui va après, tu dis, mais c'est des débiles, en fait, les autres Spider-Man de le suivre. Non, t'as pas eu l'impression qu'il était tout de suite, première scène, montré comme un enfoiré et que ça marche pas? Non, parce que il m'a beaucoup fait penser, alors ça a été un hasard, mais on a eu une discussion ce week-end sur des Spider-Man et tu m'as parlé d'un Spider-Man vampire très très lointain et très très puissant, et ça m'a fait penser à ça, et il m'a aussi fait penser à la version finale de Kang qu'on voit dans Loki.
le mec qui a tout vu et qui est un peu la solution, ou en tout cas celui qui a compris plus de choses que les autres. Donc moi je m'attendais à ce qu'il le nuance davantage. Et c'est un des aspects négatifs du film, c'est que comme il est coupé en plein milieu, en fait, dans la première partie, tous les méchants sont méchants, point barre. Ce que le premier avait réussi, je trouve, à atténuer, c'est-à-dire que le rôdeur, il se termine comme il se termine et en étant l'oncle, et du coup t'as une autre vision du personnage. Mais même je trouve que le caïd, au final, tout ce qui motive le caïd, c'est retrouver sa femme et sa fille. Et là, en fait, dans ce film-là, les personnages ne sont pas nuancés. Tu vois, la Spider-Woman enceinte, c'est la sbire de Miguel O'Hara, et c'est tout. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que le film aurait gagné à ce qui est déjà cette profondeur. Et un autre aspect avec spoil que je vais évoquer, c'est le retour du rôdeur. Et bien évidemment, je doutais bien que ça allait apparaître, mais je l'avais vu venir quelques minutes avant quand il traîne avec le rôdeur, avec son oncle. C'est l'arrivée de Miles en méchant. C'est plutôt bien amené, il n'y a pas de souci. Par contre, visuellement, qu'est-ce que ça tabasse encore. Le travail sur le rôdeur, au niveau sonore, au niveau visuel, c'est vraiment très très grosse qualité, même en termes d'ambiance. Il y a une ambiance dans la Terre 42 avec cet oncle, et on a l'impression que je sais pas ce que fait sa mère, mais il y a rien qui fonctionne en fait. Si tout fonctionne, mais rien n'est clean quoi dans cette Terre 42. Et je peux revenir juste dans les trucs qui roulent pas. O'Hara, il va dans un autre univers où le Spider-Man est mort. Soit. En quoi ça détruit tout l'univers en question? Il y a juste plus de Spider-Man, il est mort. Ça veut dire que si Spider-Man meurt, tout l'univers meurt. Mais du coup, pourquoi est-ce que le monde de Miles Morales n'a pas disparu quand Peter Parker a disparu? J'ai vraiment l'impression qu'il y a des soit il y a des trucs qui sont mal expliqués ou que j'ai mal compris, mais il y a vraiment des points où j'ai l'impression que c'est en mode genre je te fournis une explication, démerdez-vous. Et c'est peut-être pas logique, c'est peut-être pas machin, mais ça n'empêche pas, ces erreurs n'empêchent pas que le truc qui est presque le plus important dans une histoire, qui est l'attachement au personnage, est super réussi. Quand on voit l'oncle qui est dans la Terre 42, pour reprendre tes propos, on sent l'émotion. Et accessoirement, j'ai vu le film en VO. L'acteur qui fait le doublage en VO de Miles Morales est oufissime. C'est vraiment... Il fait une performance de jeu d'acteur que je trouve dingue. Là, vraiment, à la voix, on sent l'émotion de Miles. Et c'est incroyable parce que c'est un personnage qui est masqué quand même un tiers du film. Et je trouve qu'on a aussi bien les sentiments, on sent autant les sentiments de Miles quand il est masqué que quand il l'est pas. Je sais pas si c'était pareil en VF, mais j'ai trouvé ça vraiment fou, quoi. C'est Shamek Moore de The Get Down qui le double, l'acteur de The Get Down. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai un peu compris sur le système du multivers, c'est qu'il faut pas qu'un Spider-Man d'une autre dimension vienne empêcher un élément majeur de la vie de Spider-Man. Et en fait, ils font juste, et c'est là où je les trouve très malins, c'est qu'ils utilisent juste les comics, en fait. Quand t'as Gwen Stacy qui dit la plupart du temps ça se passe super bien pour Spider-Man, ou avec Gwen, ou ça se passe très mal. En fait, elle utilise, c'est une référence à ce qui se passe dans les comics et tout, mais là, t'as la mort de l'oncle Ben, mais qui est pas systématique. T'as le capitaine qui sauve, mais c'est pas systématique. Donc, ça mérite peut-être un peu plus d'explications. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu flou. C'est le problème aussi de ce genre de chemin qu'ils choisissent dans ce genre de film où on complexifie un peu excessivement la trame. Typiquement, c'est ce que fait toujours Transformers, quoi. Ils essaient de te noyer dans un scénar alambiqué, alors qu'en fait, ils veulent juste te faire péter tout. Et tu vois, le film m'a fait penser à ça, quand il te balance une énorme explication qui tient pas totalement la route, et que derrière, il te colle une grosse scène d'action avec tous les Spider-Man dans tous les sens.
Et là, je me suis dit, ok, là, ça, c'est une faute de goût. Heureusement, la fin était très réussie. T'as des théories, toi, sur le 3, tu disais? Dans le 3, il y a, à la fin du 2, il mentionne le Sinister Six, tu vois le Reaper et tout, et moi je pense que Miles Morales est de la Terre 42, le Reaper, sera le Spider-Man de la Terre 42. Que c'est lui qui, sous la forme de Reaper, essaye de s'en prendre au Sinister Six. Et qui galère Mais parce que... il est peut-être mort. Enfin, pourquoi il y aurait un nouveau Spider-Man Non, Comment est-ce justement, qu'il je pourrait suis pas en devenir train de dire que dans la Terre de 42, il y a un nouveau Spider-Man. Ce que je suis en train de dire, c'est que le héros de la Terre 42, c'est Miles Morales sous la forme de Reaper. Parce que là, il n'y a pas un message qui est dit que Reaper est méchant. C'est jamais dit. L'oncle ne l'est pas, il aide Miles, Miles il fait le dur et tout, mais c'est pas dit qu'il est méchant. Donc je pense que... Et ils font exprès de laisser le doute. Ils le font pas, ils ne lui donnent pas de coups, ils l'intimident, ils tapent, mais ils tapent le sac de sable. Ils font que de l'intimider et puis après ils le laissent sortir. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute qu'ils sont méchants. S'ils le fracassent pas et s'ils le tuent pas, c'est parce que, en fait, Miles, il a face à lui un Miles et qu'ils connaissent pas le multiverse et que ils aimeraient bien comprendre pourquoi en face de lui, il retrouve son double. Tu vois? Mais il y a quand même une agressivité, c'est quand même extrêmement sombre. L'oncle a une attitude avec la mère de Miles qui est étrange. Moi, j'ai même cru à un moment donné qu'il allait l'embrasser, tu vois. Et il s'occupe d'elle, il donne du blé, il s'occupe d'elle. Mais dans une ambiance très très sombre, quoi. Et ils sont criminels de toute façon puisqu'ils parlent d'un casse dans l'escalier. Mais avant qu'ils comprennent qu'il l'a grillé. ouais, potentiellement pour financer le truc. Mais on verra. Je pense que ce sera un twist parce que Miles là, il a besoin d'alliés. Alors oui, il y a les alliés de fin des autres Spider-Man, mais je trouve que c'est un twist de montrer que les Miles ne sont pas tous que c'est le seul Miles important. C'est pas mal de dire qu'il y a d'autres, il n'y a pas que des Peter Parker. Et accessoirement, des Peter Parker, il n'y en a pas beaucoup dans le film. Alors, il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est les pics que fait le film à d'autres films. Le personnage de Obi, enfin j'y pense maintenant, mais on en a pas parlé, mais le punk rock il a un discours étonnant. Anti-capitaliste et tout, il est en quelques instants, il est hyper réussi. C'est un personnage qui pourrait ne pas du tout crédible à aider comme ça du soir au lendemain Miles Morales, et ils l'ont réussi. Enfin, il est hyper réussi, comme beaucoup, hein, mais franchement, je trouve ça. Donc tu dis, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je ne sais plus, mais là où je vais rebondir sur autre chose, c'est quand je te disais que le film en faisait peut-être un peu trop, je trouve aussi que le film parle un peu trop. Et dans le développement de la relation entre Miles et ses parents, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à comprendre où était le problème. Parce que ils ont un gamin qui, alors certes, est en retard, certes, a des secrets, mais j'ai envie de dire, c'est un ado, c'est normal. Par contre, le gamin, il est premier de sa classe, il veut aller à Princeton et tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant dans le seum avec lui? Ça m'a perturbé. Alors qu'à côté de ça, la relation entre le père de Gwen Stacy et Gwen, elle est parfaite. Il n'y a pas une phrase de trop. Et en fait, je trouve que le film, sur certains aspects, va avoir tendance à un peu trop parler. Et à un moment donné, il parle tellement avec sa mère et tellement pour rien dire que sa mère dit, alors c'est la mère de la planète 42, donc c'est cohérent qu'elle lui dise je ne comprends, ce que tu me dis n'a aucun sens. Et j'étais vraiment en train de me dire ça. J'étais en train de me dire, mais taisez-vous là, ce que vous dites, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Je comprends pas comment vous développez la relation entre les personnages, alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple. Dans le premier, c'était très simple et très efficace. Et là, c'est inutilement trop tarabiscoté. Ça matche pas tout le temps, ce truc. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Vraiment, si je conclus, je vous dis que le film a des défauts. Le film ne sera pas un film qui peut subsister tout seul, comme l'a dit Kerr. Il a raison sur ça. Mais c'est un putain de chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment graphiquement.
j'ai rien vu qui s'en approche depuis extrêmement longtemps. Et il peut pas y avoir un débat sur film indépendant versus film mainstream, etc. Il y a plein de moments où le film est vraiment réalisé, la caméra, elle est posée comme un film indé. Il y a d'autres moments comme un film à budget. Enfin, je trouve que le film est extraordinairement réussi, quoi. Voilà, donc si vous avez vu les spoils mais que vous n'avez pas vu le film et que vous êtes toujours là, eh bien merci à vous. Et si vous avez eu l'impression que la caméra de Kerr était plus fluide ce soir, eh bien n'hésitez pas à dire merci Marquis, puisque c'est un peu grâce à lui. Voilà, des bisous à tous, on se retrouve bientôt, ciao ciao.